Moi, je vais vous parler de littérature. Vous allez voir, c'est marrant de passer du luxe à la littérature. Il y a quelque chose d'un peu particulier. Ça va être un peu moins trendy, je pense. Par contre, ça permet de pouvoir aussi tisser des liens. Je me réjouis qu'on puisse discuter tout à l'heure sur des champs complètement différents. Puisque moi, ce qui va m'intéresser davantage aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un petit peu avec vous, avec quelques exemples évidemment à l'appui, euh, euh, d'une part, pourquoi est-ce qu'on s'évertue en permanence, et des gens l'ont fait avec talent, à raconter le futur ou à le designer à travers de l'image, à travers des scénarios, à travers des films, etc., de la bande dessinée, du jeu vidéo, mais aussi peut-être des pouvoirs un peu différents, c'est-à-dire que finalement, on essaye peut-être pas tellement de raconter tant le futur que ça. Hein, là, et les rares personnes qui se sont aventurées à raconter le futur ont plutôt eu des échecs patents. Hein. On peut penser au fait que, par exemple, personne n'avait anticipé dans les années 80, 90 l'apparition du téléphone portable. Même dans les plus grands prospectivistes de la science-fiction, etc., personne n'avait vu ça. On envoyait plein d'autres trucs, mais ça pas. Alors, je voulais parcourir avec vous un petit peu quelques idées et puis de réfléchir avec vous aussi sur ce que l'on appelle la science-fiction. Euh, Évidemment, quand on voit ce genre d'images, j'ai pris évidemment des images relativement stéréotypées de la science-fiction des années 20, la fin des années 20, on se dit, on voit bien que ces types ne nous parlent pas du futur. Hein, on est ici en 26 et en 29, vous n'allez pas imaginer, en regardant ces choses-là, qu'on est en train de vous représenter le futur, bien que dans notre imaginaire à nous, étrangement, ce type d'image, peut-être pas celle-là parce qu'elle commence à être un peu datée maintenant, mais d'autres types d'images continuent à exister comme étant celles qui représenteraient le futur ou celles vers laquelle on pourrait tendre. On peut penser par exemple aux voitures volantes. Cette espèce d'iconographie qui s'est propagée depuis les années 20 jusqu'à encore aujourd'hui, elle fait partie de notre représentation du futur. Elle fait aussi partie du fait que lorsque vous allez voir un film de science-fiction, par exemple, mais je le montrerai tout à l'heure, on aurait tendance à penser qu'on est en train de nous représenter le futur. Or, le problème, c'est que c'est absolument ne pas comprendre ce qu'est la fiction. C'est d'imaginer qu'une fiction a pour vocation de nous parler du futur. C'est relativement étrange puisque ça voudrait dire que cette fiction, elle est prospective, et c'est-à-dire qu'elle nous dirait quelque chose de concret sur le futur, alors que la définition même de la fiction, c'est qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter du vrai et du faux. Hein. C'est-à-dire qu'on sort de la question du vrai et du faux. Ça ne veut pas dire que la fiction ne nous parle pas du futur, mais elle nous parle d'un certain futur ou de quelque chose de particulier, et c'est sur ça que j'ai envie de m'appuyer aujourd'hui. Je vais prendre un exemple simple. Vous connaissez tous La Guerre des Mondes. Peut-être que vous n'avez pas lu le roman de Wells, mais en tout cas, vous connaissez sûrement les films qui ont été faits. Il y en a eu pas mal qui ont été faits autour du roman de Wells, qui est un roman qui sort en 1896, dans lequel on a des extraterrestres qui arrivent sur Terre. En l'occurrence, c'est des Martiens. Vous connaissez un peu l'histoire. Hein. Les Martiens partent de Mars, arrivent sur Terre, détruisent à peu près la moitié de la planète. Pas de bol. Ce sont en fait les humains n'ont aucune puissance par rapport à ça, ils ne peuvent rien faire, hein, ils se font décimer par les Martiens qui consomment finalement l'ensemble de la planète en laissant de l'herbe rouge, hein, pour ceux qui ont lu le roman de Boris Vian, sur Terre. Et puis à la fin, finalement, les Martiens doivent quitter la planète Terre. Pourquoi? Parce qu'ils se font décimer par les microbes. Autrement dit, c'est même pas les êtres humains qui sont capables de les renvoyer chez eux, ou en tout cas de les renvoyer dans l'au-delà, mais c'est les microbes que l'on ne voit pas. On pourrait penser que Wells anticipe ce que l'on commence à découvrir au XIXe siècle, enfin, dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être de la vie dans l'univers, puisque l'ensemble d'entre vous aujourd'hui, à part peut-être quelques puristes, croient qu'il existe une vie extraterrestre. On ne sait pas trop pourquoi, mais on se dit l'univers est extrêmement grand, des milliards de galaxies, on ne peut pas se représenter ce que c'est que des milliards de galaxies, ou des centaines de milliards de galaxies. Il y a bien un endroit quelque part dans cet univers-là où il y a un type qui existe. Ce qui serait extrêmement drôle, c'est que ce ne soit pas le cas. Mais le seul truc qui est drôle, c'est d'imaginer qu'en fait, on est tout seul dans tout ça. Ce qui rend encore plus la responsabilité sur ce qu'on est en train de faire à notre planète Terre, par ailleurs. Mais la plupart d'entre nous, sans qu'on ait vu d'extraterrestres autour de nous, à part de manière complètement métaphorique, c'est de penser qu'il y a quelque part une forme de vie, puis qu'on peut soit la rencontrer. Bon, vous savez que c'est compliqué de vous repérer dans l'univers, hein, il n'y a pas de haut et de bas, il faut quand même avoir du bol pour tomber sur la bonne planète, ou inversement, que d'autres arrivent. Et donc, quand on va regarder et lire la Guerre des Mondes, on a tendance à penser que Wells est en train de nous parler de ça.
En particulier parce que certains articles scientifiques de la deuxième moitié du 19e siècle nous disent quoi? Comme on voit ici, il y aurait de la vie sur Mars, puisque vous savez, vous avez appris ça à l'école, on aurait, paraît-il, vu des canaux. Et si on voit des canaux, c'est qu'il y a de l'agriculture. Et s'il y a de l'agriculture, c'est qu'il y a des habitants. Sauf que ce que fait Wells dans La Guerre des mondes, c'est pas ça. Hein, c'est même pas du tout ça. Je vais juste voir mon slide après. Voilà. Il fait pas du tout ça. Il se dit la chose suivante. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Les Martiens, dans les croyances des gens de la fin du 19e siècle, ça peut exister parce qu'on a vu des canaux sur Mars. Bon, comme nous, on pense que sur la planète XB 2337, dans telle et telle galaxie qui est très très loin de nous, il y a peut-être une planète habitable. Il y a même des mecs qui mettent beaucoup d'argent pour essayer de voir ces planètes, sur lesquelles on pourra par ailleurs jamais aller. Il se dit, pourquoi est-ce que les Martiens viennent sur Terre? Parce qu'ils sont en train de crever. Comment ça se fait qu'ils sont en train de crever? Parce que sinon, on ne verrait pas les canaux apparents partout. Hein, c'est-à-dire, on est en train de creuser la planète, elle commence à être aride, donc on est en train de mourir, on va sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'on va sur la Terre? Parce que d'après la théorie de Camille Flammarion du 19e siècle, plus vous êtes proche du Soleil, plus vous êtes jeune. Et plus vous êtes loin, plus vous êtes vieux. Autrement dit, c'est pour ça que dans notre imaginaire, Vénus est plus jeune, c'est une sorte de Terre en gestation, alors que Mars serait plus ancienne. Donc c'est plus ancien de nous, c'est en train de mourir, logique, donc ça fait quoi? Ça vient sur plus proche du Soleil, plus jeune, il y a encore des ressources pour piller les ressources. Ça marche, le problème c'est qu'à la fin, ça marche quand même pas. Pourquoi? Parce que les microbes sont encore trop résistants, donc ils font quoi? Personne lit l'épilogue de la Guerre des mondes, ils vont sur Vénus, plus proche du Soleil, en se disant, cette planète plus jeune, elle sera moins résistante. Vous pensez bien que Wells s'intéresse absolument pas à la question de savoir s'il y a des Martiens sur Terre. Parce qu'il vit dans l'Angleterre victorienne de la fin du 19e siècle et il comprend un truc. Il comprend un truc très bien. Il dit, si je vais piller des ressources dans des pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde, c'est que je suis en train de mourir. Hein, je viens critiquer l'impérialisme colonisateur de la société victorienne. Et pour le faire, en fait, je vais utiliser une image en disant, si moi, je vais dans un pays d'Afrique pour piller des ressources, ce que d'ailleurs l'Europe fait avec talent, je ne suis pas en train de montrer ma toute-puissance, je suis en train de montrer le fait que je suis en train de mourir. Et c'est pour ça que toute la Guerre des mondes, c'est un narrateur, donc un type qui est en train de parler tout seul et qui se dit, mais on ne peut pas en vouloir aux Martiens de venir bouffer nos ressources, puisque c'est exactement ce que nous, on va faire dans d'autres pays du monde. Il va donc utiliser une image, les Martiens, pour venir pointer de manière critique un des phénomènes de son temps. Et cette image, là je peux enfin la passer, on appelle ça une métaphore. Autrement dit, ce que fait Wells et ce que va faire la science-fiction tout au long du XXe et du XXIe siècle, c'est d'inventer des images, dont vous avez ici quelques exemples, robots, cyborgs, intelligence artificielle, etc. Ces images venant nous parler non pas du vrai robot, du vrai cyborg ou de la vraie IA, mais venant nous parler d'autre chose. Rappelez-vous l'école, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? On va faire un peu facile. Quand on a, bon maintenant ça n'existe plus, mais la flamme amoureuse, vous voyez, la flamme amoureuse, on a tout ce truc-là. En fait, vous savez que ça n'existe pas. Enfin la flamme, je veux dire, amoureuse. Par contre, il y a un truc incroyable, c'est que si on réfléchit à ce que c'est que la flamme amoureuse, on se rend compte d'un truc marrant. Imaginons, mais IFO serait pas content qu'on fasse un feu ici. Et puis qu'on fasse baisser la température extérieure à style 0 ou 1 degré. Alors qu'est-ce que vous allez tous faire? Vous allez vous rapprocher du feu, puisque vous avez froid. Quand vous êtes proche du feu, ça vous réchauffe, ça vous fait du bien. Mais peut-être que si vous êtes trop proche du feu, vous allez commencer à cramer un peu. Donc vous allez faire quoi? Vous allez reculer. Mais en reculant, vous aurez beaucoup plus vite froid. Donc vous allez revenir vers le feu. Et puis vous allez faire cette espèce de mouvement d'oscillation de je vais, je viens, hein, et j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. Si j'en ai marre de cette oscillation, je risque de plonger dans le feu. Mais si je plonge dans le feu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être consumé par les flammes. Voilà une image toute simple, la flamme amoureuse, mais qui explique beaucoup mieux que n'importe quoi ce que vivent les gens lorsqu'ils sont profondément amoureux. Ah, je vais proche du truc et je m'éloigne. Et on ne peut pas être que proche du truc. Si vous êtes que proche du truc, vous cramez. Donc cette image, cette métaphore, elle exprime une expérience humaine, tout simple, mais qui est décrite avec une image. Qui n'est pas seulement là pour décrire, pour faire joli pour un poème qu'on va écrire à quelqu'un par SMS ou par lettre, mais vient décrire une expérience qu'on a tous vécue, c'est-à-dire cette espèce de sentiment de cramer et en même temps d'avoir froid. Bon. La science-fiction, elle fait ça, alors c'est un peu moins glam, hein, les robots, les cyborgs et tout ça,
mais elle fait exactement ça en se disant peut-être qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à travers des images qui nous proviennent du champ scientifique et technologique pour exprimer quelque chose de l'être humain. Autrement dit, non pas pour exprimer le futur des robots, mais pour, grâce aux robots, exprimer quelque chose du présent de l'être humain, qui va évidemment avoir un conditionnement sur le futur, j'y reviendrai. Moi, j'ai plutôt des schémas, oui, c'est quand même vachement moins funky, hein, mais voilà. Pour faire assez simple, et après je passerai, je crois que j'ai quand même quelques petites images, je voulais montrer ça pour une chose assez simple. Dans notre monde à nous, présent, en fait, la dimension scientifique et technologique, vous le savez pour la plupart d'entre vous, va créer un mot qui est horrible, mais il a été utilisé parce qu'il est utilisé comme coup, qui est le storytelling. Vous voyez, en fait, il y a plein de mots qui existent en français, raconter des histoires, narration, etc. Mais on prend un mot américain qui est utilisé dans un contexte industriel. C'est ce qu'on appelait, dans 1939-45, la propagande. Donc, la propagande, c'est du storytelling. Donc, nous, on fait quoi? On va dire, en villa, pour avoir du fric, bah, il faut montrer une image qui est quand même plutôt cool du futur. Hein. Si vous dites, on va développer ça, mais ça va être le bordel, personne ne va vous donner de l'argent. Donc, on va vous dire, ça va être super, ça va guérir la faim dans le monde. Ou bien alors, je me rappelle très bien, du directeur du Blue Brain Project de l'EPFL à l'époque, qui avait dit grâce à l'investissement du milliard d'euros consenti par l'Union européenne et par la population suisse, on pourra régler les 600 pathologies mentales inscrites dans le DSM-4. Et aujourd'hui, on a réussi à modéliser le cerveau, qui n'est pas un cerveau d'ailleurs, d'un ver de terre. Voilà. Et on paye toujours les impôts. Hein. Donc on va vous faire rêver pour avoir du financement, et nous on paye toujours notre milliard d'euros, hein, parce qu'il y a un bout pour payer 1 milliard d'euros avec les impôts. Et aujourd'hui, les gens de ce projet qui est devenu très très discret disent bon, on n'arrivera jamais à modéliser un cerveau humain. Voilà. Bon, ben on s'est fait avoir. Hein. Ben, bon, personne vraiment n'en parle, mais on s'est quand même fait avoir. On s'est fait avoir par rapport à l'image du monde futur, qui est une image, en disant un jour on pourra résoudre les 600 pathologies mentales. On ne s'est pas fait avoir en soi, il y a plein de recherches qui vont être intéressantes, mais par rapport à ce rêve qu'on a mis en avant, là on s'est fait avoir. Ça, c'est du storytelling. La science-fiction, elle ne fait pas ça, elle fait l'inverse. Elle nous dit, boum, je vous présente et je vous plonge dans le futur, dans un autre monde. Mais quelle image! C'est une fiction, c'est une image, il ne faut pas croire que c'est vrai. Et ce faisant, elle va faire quoi? Elle va nous dire, et si en fait ce monde futur dans lequel vous allez vivre, grâce au récit de fiction, il venait de dire quelque chose d'un peu différent sur le monde présent. Il vient offrir un autre sens. Vous voyez, on a un sens ici, j'ai mis sens 1, et puis là, il y a un autre sens. On va prendre des exemples. Hein. Vous voyez, si vous lisez La Guerre des mondes, dans le sens 1 qui serait scientifique, bon, bah, grâce à l'astronomie, on sait qu'il existe peut-être des populations extraterrestres sur d'autres planètes. Bon, on ne savait pas trop quoi en faire au 19e. Sens 2, en fait, c'est pas très important. Il s'avère que ceux qui sont en train de détruire leurs semblables, c'est nous. Hein, bon. C'est comme ça que va marcher la science-fiction. Elle va marcher sur cette espèce d'inversion étrange d'une image du futur qu'on a tous, qui est plus ou moins partagée, disons, par une communauté donnée, pour l'interroger, mais pour l'interroger à des fins, on dit réflexives, c'est-à-dire la capacité à pouvoir réfléchir sur qu'est-ce que nous sommes. Vous voyez, j'aime bien cette image, par exemple. Vous avez un robot dans un musée. Je n'ai pas pris cette image juste parce que je dirige un musée, mais bon, en même temps, ça marche assez bien. Ce robot s'effraie d'une sculpture qui s'appelle The Robot. Mais ce robot est plus intelligent que nous, puisque ce robot, il comprend que ce qui est effrayant dans les robots de la sculpture, c'est lui-même. Tout comme nous, on devrait être effrayés par les images de la science-fiction qui nous reflètent finalement nous-mêmes. Hein, logique. Mais en général, c'est pas ce qu'on fait. Je voulais prendre 2 exemples sur la question des robots. Les robots, vous le savez peut-être pas, mais les robots, c'est un terme slovaque qui a été utilisé pour la première fois dans une pièce de théâtre assez pourrie, la pièce donc, qui s'appelle RUR. Pourquoi je dis que c'est pourri? Parce que je vous le fais rapidement, hein, le scénario, ça va vite, ça fait comme ça. Nous sommes sur une île, dans cette île on construit des robots. Les robots ne sont pas des êtres de métal. Les robots, ce sont des êtres humains comme vous et moi, si ce n'est qu'ils n'ont pas d'âme. Okay, donc, on les construit en usine, on enlève l'âme, ça évite plein de problèmes en fait, hein, donc voilà. Et puis on dispatche ces robots sur Terre
enfin dans le reste de la planète, pour aider les gens qui ont les moyens de s'acheter un robot. Bon, un jour, une jeune femme, Hélène, décide d'aller sur cette île et se rend compte avec inadvertance que ces robots n'ont pas l'air contents. Elle est un peu sensible, hein, à le destin de ces pauvres robots à qui on ne demande rien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le truc le plus facile sur Terre. Elle séduit un ingénieur, puis une fois que c'est fait, elle lui dit maintenant il faut leur rajouter de l'âme. Parce que c'est pas cool quand même. Donc qu'est-ce qu'il fait l'ingénieur? Il leur rajoute de l'âme. Et que vont faire les robots qui soudainement sont des êtres humains avec une âme? Ils commencent à se dire dis donc, ça va pas trop là. On n'est pas tellement content de vivre cette condition-là. En se rappelant que pour la plupart des lecteurs, ou plutôt des auditeurs de la pièce RUR, ils savent très bien que le terme robota en slovaque, ça veut dire l'esclave. Hein, ou dans une traduction beaucoup plus politique des débuts du XXe siècle, le prolétaire. Donc que vont faire ces robots? Ils vont se mettre ensemble, ils vont commencer à faire des tracts, ils vont dire on en a marre, et ils vont avoir cette phrase qui figure telle quelle dans la pièce, robots de tous les pays, unissez-vous, ce qui rappelle l'international communiste, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Autrement dit, le robot est dès l'origine, avant même l'existence du robot chez les ingénieurs. On est en 1920, ici c'est la première édition américaine de 23. On va utiliser une image, l'homme mécanisé, c'est-à-dire l'homme, oui, la machine humaine, à qui on enlève l'âme, c'est-à-dire la capacité à prendre conscience, hein, et puis on le fait travailler dans le quotidien des gens, comme ça. Autrement dit, ce que c'est qu'un robot au début, c'est un prolétaire, au sens strict du terme, et que la seule manière pour le prolétaire de reprendre le pouvoir sur le monde, c'est quoi? C'est de prendre conscience, hein, d'où le fait qu'il faut une âme. Et puis du moment où j'ai pris conscience, je refuse ma condition d'esclave, et donc je me révolte. Dans la pièce de théâtre, on décime l'humanité, hein, oui, c'est un vieux scénario, cette idée que les robots se révoltent contre nous. On décime l'humanité, on recrée un nouveau monde. Rappelez-vous Marx, révolution communiste, on décime le capitalisme et on crée un nouveau monde. Voilà. Ça, c'est pas du tout un truc qui nous parle de la technologie. C'est un truc qui nous parle de ce que les gens sont déjà en train de vivre dans les années 20, en particulier un travail à la chaîne avec le Fordisme et le Taylorisme qui oblige les gens à travailler de manière complètement aliénante et qui est figuré par ce film que vous connaissez tous qui s'appelle Les Temps modernes de Chaplin. Hein. C'est d'ailleurs ce qui fait que dans la pièce, l'auteur va même assez loin, il nous explique ce que c'est qu'un robot. Alors je ne vais pas vous lire la citation parce que bon, quand même, c'est pas le truc le plus marrant du monde, mais vous voyez ici, l'ingénieur s'appelle Domine, c'est lui qui s'est fait avoir, et puis la jeune femme s'appelle Hélène, dont je vous parlais tout à l'heure, et à un moment, Hélène s'interroge, et lui dit, mais c'est quoi le meilleur ouvrier? Vous voyez, voilà, le meilleur ouvrier, ça c'est le mot robota, hein, et Domine lui répond, celui qui coûte le moins cher, celui qui exige le moins. Le jeune Ressoum, passons, a mis au point l'ouvrier qui a le minimum d'exigence. Évidemment, on imagine bien ce que c'est quoi l'être humain ouvrier qui a le minimum d'exigence, c'est celui qui ne pense plus. Hein, il l'a simplifié, il l'a débarrassé de tout ce qui n'est absolument pas nécessaire pour qu'il travaille. Ainsi, à force de simplifier l'homme, il a créé le robot. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? Un homme simplifié, et pas une machine d'ingénieur. Ce faisant, on va permettre au lecteur ou au spectateur de s'identifier avec ces trucs-là, de se rendre compte que dans son quotidien, il est peut-être soit un robot, même si c'est peu les prolétaires qui vont au théâtre, donc ça sera plutôt les capitalistes qui vont dire « Ah, mais en fait, les gens que j'engage, je leur demande d'avoir rien dans la tête et puis d'être juste des forces de travail. » Et puis, bah, techniquement, vu que les valeurs sûres de la pièce, c'est les robots qui se révoltent, en tant que capitaliste ou bon capitaliste, je me dis peut-être que j'ai pas envie que ça m'arrive, donc j'arrête de demander à mes ouvriers d'être des débiles. Hein. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas, c'est-à-dire qu'en fait, on peut éprouver des émotions comme ça, mais ça marche pas. Et donc, on va recommencer le lendemain à considérer les autres comme des robots, c'est-à-dire comme des gens sans âme. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée va faire son chemin. Elle va faire son chemin en particulier dans le film de Metropolis, que vous connaissez de Fritz Lang, en sachant que le robot, c'est pas ça. Ça a inspiré ces 3 PO de Star Wars. Ça, c'est un automate typique du 19e siècle avec le savant fou qui le crée, hein, pour ceux qui ont vu le film et qui s'en rappellent, le savant fou Rodvang. Et c'est inspiré d'un roman. Vous savez que l'histoire est assez terrifiante puisque Metropolis est inspiré d'un roman d'une jeune femme qui s'appelle Thea von Arbou. Et Thea von Arbou est en fait la femme de Fritz Lang. Mais quand Fritz Lang fait le film, il dit « ton roman, c'est de la merde ». Donc en fait, il décide de faire le film sans citer son épouse, ce qui va conduire à un divorce. Et on a complètement oublié Thea von Arbou, ce qui fait que la première traduction française du roman Metropolis, ça a été fait en 2015. Et on est bon, quoi. Mais par contre, là où
Fritz Lang est extrêmement bon, c'est qu'il représente à l'écran en 1927 ce que c'est qu'un robot. Et techniquement, ça devrait marcher, on verra bien. Parce que moi, je ne suis pas un... Faut que j'appuie pour que ça marche, on va dire qu'il faut que j'appuie. Rappelez-vous, pour ceux qui n'ont pas vu le film, cette séquence, voilà un robot. Voilà. C'est pas le truc tout doré, hein, en noir et blanc. C'est ça un robot, c'est-à-dire un être humain, uniformisé, c'est-à-dire produit en série dans une usine, qui n'a aucune différenciation. Pourquoi? C'est-à-dire en fait, tout le monde se ressemble pour quelle raison? Parce qu'il n'a plus d'âme, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans une forme de conscientisation de singularité, il est simplement une force de travail brute qui se rend dans les bas-fonds de Métropolis, puis après qui remonte pour permettre aux capitalistes et aux riches de Métropolis de profiter. Vous voyez, c'est ça le robot de 1920. Hein, c'est ce robot-là, c'est l'état dans lequel vous vous trouvez parfois, en tout cas moi ça m'arrive souvent quand je rentre d'une journée de travail. Hein, ce sentiment un peu de... Ou c'est aussi l'état dans lequel on se trouve quand on va faire les boutiques le samedi après-midi dans une ville où on se rend compte que tout le monde fait la même chose que nous. Ce qui est intéressant avec la question du robot, c'est qu'elle a été remotivée. C'est-à-dire que l'avantage des images, des métaphores, c'est qu'elles peuvent exister. Un robot, on voit ce que c'est, mais on peut leur changer leur sens. On peut leur attribuer des nouveaux sens. Et c'est ce qu'on fait, on a fait de plein de manières. La flamme, dans l'Antiquité, ne représente pas la passion amoureuse, mais la connaissance et la vérité, c'est la Sophia grecque. Hein. C'est évidemment quelque chose qui va changer au cours du temps. Le robot va changer. Rappelez-vous Blade Runner. Je pense que tout le monde a vu ce film. Mais après, avec mes références, des fois, je me dis, mais en fait, personne n'a vu ce film. Bon, je pense que Blade Runner, ça va. Pour faire simple, un monde futuriste, vous avez des robots qui s'appellent les réplicants Nexus 6 qui vivent sur Mars. C'est pas pour rien qu'ils vivent sur Mars d'ailleurs. Hein. Sur Terre, vous avez des humains. Le problème, c'est que ces réplicants, ils ont un peu marre d'être sur Mars, quand même, c'est pas marrant, donc ils viennent sur Terre de manière illégale. Mais ils n'ont pas le droit d'être sur Terre. Donc on envoie des Blade Runners, des agents, trouver les réplicants pour les renvoyer sur Mars. Hein. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est des réplicants et pas des humains, puisque ces robots ont exactement la même constitution que les êtres humains? Alors on prend un animal, en général un oiseau, on le tue de manière atroce. S'il y a une réaction de la part de l'individu en face de vous, c'est qu'il a de l'empathie, donc il est humain. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'empathie, c'est un réplicant. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le film, c'est l'empathie qui va distinguer les robots des humains. Maintenant, si je me rappelle que les robots sont d'abord des métaphores, ça serait bizarre de sortir du film en disant peut-être qu'un jour on va voir construire des robots, alors là je parle des robots mécaniques, enfin cybernétiques, qui pourraient être empathiques, puisqu'on le sait pertinemment que du moment où vous programmez l'empathie de manière, disons, informatique, bah, c'est qu'une simulation empathique. Si quelqu'un devant vous fait le mec empathique et que vous vous rendez compte qu'en fait il n'en a rien à foutre, mais que c'est une simulation, ça vous déplaît profondément, en règle générale. Mais par contre, pour les robots, ça ne nous dérange pas qu'ils fassent semblant d'être empathiques. Donc dans le film, on ne parle pas de ça, ou dans le roman duquel le film est inspiré, qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils d'un bouton électrique. Autrement dit, ce que nous dit Philippe Cadic, c'est non, mais les gars, on ne parle pas du futur. On vous dit, si vous êtes un être humain capable d'empathie, alors vous êtes un être humain. Mais si vous êtes un être humain, c'est pour ça que les réplicants ont la même forme que les humains, si vous êtes un être humain incapable d'empathie, alors vous n'êtes pas grand-chose d'autre qu'un robot. Et comme il sait que les gens sont un peu débiles, il fait une conférence dans les années 60, enfin en 72 en l'occurrence, où il explique ce que c'est que les androïdes. Il dit ça, devenir ce que faut d'un terme plus convenable, j'ai appelé un androïde. Oui, il dit ce que j'ai appelé un androïde, ça veut dire quoi? Se laisser transformer en instrument, se laisser écraser, manipuler, devenir un instrument à son insu ou sans son consentement, c'est du pareil au même. L'androïdisation exige l'obéissance et par-dessus tout la prévisibilité. C'est justement lorsque la réaction d'une personne donnée à une situation donnée peut être prévue avec une précision scientifique que l'on ouvre grand les portes au cheval de Troie à la production possible d'une forme de vie androïde à grande échelle. À quoi servent les androïdes de Philippe Cadic? À nous dire, les gars, là on est en train de se faire avoir, on est en train de devenir des androïdes, parce que dans les années 60, début 70, en pleine contre-culture américaine, on se rend compte que la politique menée par les États-Unis produit des gens qui ne pensent qu'à une seule chose, leur enrichissement personnel, au détriment d'autrui, c'est-à-dire leur empathie vis-à-vis d'autrui, ils s'en fichent. Et pour Cadic, si vous n'êtes pas capable d'empathie, alors vous n'êtes pas un être humain. Et c'est pour ça que ceux qui ont vu le film, on ne sait jamais qui est un androïde et qui est un humain. On n'est pas un androïde et un humain. C'est suivant comment on se comporte qu'on est un androïde ou un être humain. Cette métaphore est intéressante puisqu'elle va nous permettre, oui, j'aime assez bien les schémas, de faire ça. Là, je vais prendre 5 minutes. Je crois que ça va dans les temps. Je crois que je suis pas trop mauvais. Hein. C'est pas mal. Nous sommes là.
Ça paraît compliqué, on va faire ça vite. Nous sommes là. Nous vivons dans un monde, vous le savez, ce monde est une simulation. Pas à la Matrix, on s'entend. Mais dans le sens où vivre en démocratie, c'est pas la même chose que vivre en totalitarisme. Vivre quand vous êtes créé directement par Dieu, comme au Moyen-Âge, c'est pas la même chose que de penser que vous êtes une sorte de vague truc aléatoire, de un spermatozoïde sur des millions, celui d'à côté, c'était pas vous, dans un processus extrêmement bizarre où vous auriez pas dû exister, dans un univers tellement grand qu'on comprend pas pourquoi vous êtes là. C'est pas tellement la même chose, vous voyez. Quand vous êtes créé par Dieu directement, ça a de la gueule. Donc le monde au Moyen-Âge, c'est pas le même que le nôtre. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents ou moins intelligents de ça. Ils vivent pas dans le même monde que nous. Hein, c'est pas possible. Donc nous, on vit dans un monde qu'on n'a pas choisi, sur lequel on a une vague influence, mais qui conditionne notre manière d'être. Dans ce monde, on passe notre temps à raconter des histoires, soit à en consommer, soit à en raconter. Nos parents racontent des histoires à leurs enfants. Moi, mes parents me racontaient, bon, pas beaucoup, mais quelques histoires. Je vais raconter des histoires à mes enfants, puis mes enfants vont raconter des histoires à leurs enfants, puis je raconterai des histoires à mes petits-enfants, et puis en plus je vois des séries TV, des films, je lis des romans, je joue à des jeux vidéo, et puis je lis la bande dessinée, et puis après je vais raconter mon week-end, puis après je vais raconter tout ce qui se passe, puis quand je sors d'un film d'arts martiaux, je fais semblant que je maîtrise les arts martiaux, ce qui ne m'est jamais arrivé, donc je fais semblant que je maîtrise des trucs. Quand je vais voir un film d'amour et que je viens de me faire larguer, je pleure. Quand je vais voir un film d'amour et puis que je suis avec une jeune femme ou un jeune homme, ça dépend de mon orientation sexuelle, et que les gens s'embrassent, je l'embrasse et je pense que je suis plus amoureux que si je n'étais pas avec cette personne-là. Donc je passe mon temps dans ce qu'on appelle la mimésis, c'est-à-dire la fiction, hein, la mise en intrigue. Je passe mon temps à raconter et à apprendre à ce qu'on me raconte, tout le temps. C'est ce que l'être humain fait depuis tout le temps, raconter des histoires. Hein, autour du feu, maintenant c'est un peu moins autour du feu, mais voilà. Et dans ces histoires, il y a un processus extrêmement créatif qui s'appelle la métaphore. Je peux inventer des images pour que soudainement l'histoire que je raconte, elle soit peut-être plus intéressante, ou elle parle plus de quelque chose de l'ordre de moi-même. Certains philosophes ou théoriciens supposent d'ailleurs que la vie n'est humaine qu'à condition qu'elle soit narrative, c'est-à-dire notre capacité à raconter. Hein. Et c'est du moment où je suis capable de raconter ma vie, pas forcément avec des mots, ça peut être avec des images, avec un film, etc., que je suis humain. Hein. Et on apprend toute notre vie, c'est pour ça qu'on parle de la fiction comme mimésis, toute notre vie, on apprend à raconter. Oui, un enfant, par exemple, pourquoi t'as tapé ton camarade d'école? Il avait une casquette. Non, on peut pas taper, on peut pas justifier, on peut pas raconter qu'on a tapé quelqu'un parce qu'il avait une casquette. C'est pas une excuse valable. Il faut un autre truc. Donc l'enfant dit, ok, mimésis, hein, mimétique, je n'ai pas le droit de taper quelqu'un parce qu'il a une casquette. Il faut que je trouve une autre raison. Bon, et il apprend, et nous on apprend. Hein, on apprend tout le temps. Pourquoi tu m'as quitté? Parce que non, c'est pas une raison. Bien sûr que c'est une raison. Je sais pas pourquoi, je veux plus te voir. Voilà, mais je sais pas pourquoi. Je suis pas en auto-analyse en permanence. Je sais pas pourquoi. C'est juste en fait, j'ai plus envie de te voir. Alors, ok, j'ai pas le droit de dire ça. À 15 ans, vous pouvez. À 30 ans, vous dites, oui, tu vois, finalement, je me pose des questions par rapport à la notion d'engagement. Bon, on apprend à raconter. Et comment est-ce qu'on apprend à raconter? On apprend à raconter avec toutes ces histoires qu'il y a autour de nous, tout le temps. Grâce à cette capacité à raconter, l'être humain, il peut donner du sens à sa vie. Si je ne suis pas capable de raconter, alors les choses n'ont pas de sens. Hein, c'est ce que dit Aristote, il y a très très longtemps dans sa poétique. Il dit, si je suis face à une catastrophe que je ne peux pas réintégrer dans ma vie, eh ben, je ne peux pas lui donner du sens. Et donc ma vie est ponctuée de trous, si vous voulez. Et là, d'un coup, vous vous rendez compte que sans mémoire, sans la capacité d'absorber les catastrophes, c'est horrible puisque vous ne pouvez pas trouver du sens et vous comprenez ce que vivent malheureusement les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire leur incapacité à faire du sens, alors que nous, on fait tout le temps du sens. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si, parce que ça, parce que machin, etc., etc. Le récit de fiction, mais pas que, la capacité à raconter, elle a trait au sens. Hein, et le sens, c'est un sens qu'on pourrait appeler existentiel ou personnel. C'est assez différent du storytelling, par exemple, économique, qui évidemment est un sens dirigé. On sait ce qu'on veut. On veut que les gens achètent. Mais pourquoi vous allez voir Dune au cinéma? Et qu'est-ce que ça va faire Dune sur vous? C'est plus compliqué à savoir. Hein. Donc, que fait la science-fiction, comme toutes les fictions au monde, parce qu'elle n'a rien de différent? Elle nous permet de réfléchir au sens, et de réfléchir forcément au monde dans lequel on vit. Je vous montre un exemple d'un truc sur lequel on n'a jamais réfléchi. C'est ça. On ne réfléchit pas à ça.
Alors on réfléchit, on s'entend, oui, c'est quand même dommage de tout le temps qu'on passe sur le téléphone portable. Mais on ne réfléchit pas à la différence et à la capacité du téléphone portable à avoir profondément bouleversé notre condition humaine. Ne dites pas ça. Vous pouvez trouver ça con, pas con. Ah, je suis addict, j'en ai marre d'écrire mes mails pendant mes vacances, même mes prochaines semaines de vacances. Je vais quand même écrire des mails depuis mon téléphone portable, mais c'est pas ça le sens. Ça, c'est l'utilisation et une sorte d'addiction à une utilisation. Mais la question, c'est comment je raconte? Comment je raconte ce truc qu'il y a dans ma poche? Ça, j'entends pas souvent. Il y a peut-être des mecs qui le font, hein, mais pas beaucoup. Donc vous voyez, la science-fiction, elle fait ça. On va aller maintenant sur la deuxième, puis comme ça permettra de respecter le temps qui m'a été imparti, sur la question des IA. Si on a compris que le robot, c'est jamais une machine, jamais, dans la science-fiction, mais c'est toujours un être humain qui est devenu une machine, parce que les gens qui sont capables d'instrumentaliser les autres, les premiers et les plus forts au monde, c'est nous. Hein, on est les premiers. Ah, tu ne remplis plus ta fonction. Tu changes. Et vous voyez comment ça marche? Moi, je suis obligé de revenir en arrière. Je prends les robots. Les robots, c'est ça. Ces robots, ça évoque un monde. D'accord? Si je vis dans un monde consumériste, c'est-à-dire où l'objectif principal du capitalisme tardif, c'est de prendre chaque seconde de votre existence à des fins de consommation, bah évidemment que les métaphores, les images qui vont sortir de ce monde, elles sont associées. Hein? Il y a un lien, si vous voulez. La science-fiction me dit, bon, pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à demander aux gens de remplir leurs fonctions, en fait? Vous demandez ça au travail, alors on vous demande, ou vous demandez, ça dépend la chance ou la malchance que vous avez. Et si ça va pas, si vous remplissez pas la fonction pour laquelle on vous paye, bah vous faites quoi? Bah techniquement vous partez. Enfant, pas enfant, dépression, pas dépression, fin de la vie, le type se suicide, rien à foutre, tu n'accomplis pas ta fonction. À la rigueur, dans le travail, on dit c'est normal, on nous paye. Ok. Vie affective, tu ne remplis plus ta fonction, tu peux partir. En plus, les fonctions sont problématiques parce qu'elles sont implicites. On ne sait pas vraiment ce qu'on attend. Hein. Et ceux, les plus anciens d'entre nous ont peut-être vu le film qui s'appelle les femmes de Stepford. Hein. Si tu ne fais pas le ménage et que tu t'occupes pas de ton mari en permanence, tu peux partir. Donc la seule manière pour une femme de pouvoir s'épanouir dans les années 60 de manière critique dans la science-fiction, c'est d'accomplir sa fonction de faire la petite femme au foyer idéal. Elle est un robot. Hein. Donc les images, elles évoquent le monde. Et puis elles évoquent la chose de cette manière-là. Si je me rends compte que j'ai tendance à instrumentaliser les gens autour de moi, dans un film de fiction, et que je trouve que c'est pas super, je vais faire quoi? Quand je rentre chez moi, bah, je vais essayer d'arrêter. C'est comme quand vous allez voir un film, quand vous allez voir une pièce de Molière. Si vous riez des hypocrites, vous vous rendez compte que vous êtes hypocrite, vous voulez pas qu'on rie de vous, donc vous changez. Ça marche pas, mais c'est un peu le but. Voilà, c'est ça. Si je me rends compte que je suis un salaud avec les robots, puis que les robots, bah, c'est ma façon de traiter les autres, faut que j'arrête, donc je change. Mais ça marche pas. Donc, les IA, c'est une deuxième métaphore que je trouve intéressante, parce que c'est une métaphore qui apparaît dans la science-fiction dans les années 80, en particulier à travers ce roman qui s'appelle Neuromancer, enfin le neuromancien, dont les frères Wachowski, maintenant les sœurs, se sont inspirés pour faire le film Matrix. Matrix, c'est l'adaptation, en fait, de ce roman, si vous voulez. Enfin, l'adaptation, c'est un grand mot. La grande inspiration, le concept de Matrix est inventé dans Neuromancien. Je vais vous lire là, le tout début de Neuromancien pour comprendre ce que c'est que l'IA. On a compris que le robot, ce que c'était. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette métaphore de l'IA? Donc c'est le tout début. Je le lis en français, évidemment. Case avait 24 ans. À 22, il était un cow-boy, un braqueur, l'un des tout bons de la zone. Il avait opéré en trip d'adrénaline pratiquement permanent, un sous-produit de la jeunesse et de la compétence, branché sur une platine de cyberspace maison qui projetait sa conscience désincarnée au sein de l'hallucination sensorielle qu'était la matrice. J'ai pas dit que c'était facile. Voleur, il avait travaillé pour d'autres voleurs plus riches. Il avait commis l'erreur classique, celle qu'il s'était juré de ne jamais faire. Il avait piqué à ses employeurs, il avait étouffé une bricole et cherché à la sortir par un fourgue à Amsterdam. Ils lui endommagèrent le système nerveux avec une mycotoxine russe héritée de la guerre. Pour Case, qui est donc le personnage principal du roman, qui n'a vécu que pour l'exultation désincarnée du cyberspace, ce fut la chute. Dans les bars qu'il fréquentait du temps de sa gloire, l'attitude élitiste exigeait un certain mépris pour la chair. Le corps, c'était de la viande. Case était tombé dans la prison de sa propre chair. Maintenant, on va faire un petit décryptage facile. Qu'est-ce que c'est que la matrice? Un réseau informatique. Comment ce réseau informatique est configuré dans le texte? Comment il est défini? Comme une hallucination consensuelle. Maintenant, ça va être marrant, parce que la prochaine fois que vous prenez votre téléphone portable, demandez-vous dans quelle mesure c'est pas une hallucination consensuelle. Quand vous allez voir des profils Tinder, Facebook, Instagram,
est-ce que vous n'êtes pas en train de voir une hallucination consensuelle? En gros, quelque chose qui est construit et que vous pensez être la vérité parce que c'est quand même plus simple que de se dire à chaque fois c'est une illusion, c'est une illusion, c'est une illusion, c'est une illusion. Ou une hallucination. Voilà, une hallucination. Quel est le but de cette hallucination? Pourquoi on y croit? Pourquoi Keynes passe son temps à se projeter sa conscience dans cette illusion? Pour une raison très simple. Parce qu'on ne supporte plus le corps. Parce que c'est agaçant le corps. Parce que Keynes était tombé dans la prison de sa propre chair. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on développe des interfaces homme-machine et des hybridations avec des systèmes informatiques? Pas du tout parce que c'est super. Parce qu'on fuit son propre corps en permanence. Et pourquoi est-ce qu'on fuit son propre corps? Alors fuir son corps, ça ne veut pas dire qu'on arrête, hein. Ça veut dire qu'en fait, quand vous passez 6 heures par jour en moyenne en Europe sur un téléphone portable, qu'est-ce que vous faites? Votre corps est réduit à 2 pouces pendant 6 heures par jour. Moi, je sais pas, 6 heures par jour, j'ai envie de faire d'autres trucs avec mon corps que d'être avec mes pouces. Et ça me pose aucun problème. Et quand je suis en vacances, je sais que mon téléphone portable comme ça, bon, peut-être parce que je m'emmerde avec les gens avec qui je suis, mais fondamentalement, je suis face à mon téléphone portable et ça me pose pas de problème de passer des heures dessus à oublier mon corps. Par contre, si je suis dans le bus, devant mon téléphone portable, en train de rire bizarrement face à un écran qui ne me connaît pas, et que quelqu'un met sa main sur moi, sur mon corps, alors je vais crier au scandale et j'ai peur. Ah, c'est bien, mon corps est devenu embêtant. Très, très embêtant. Donc la science-fiction, elle fait quoi? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle invente ce genre de choses? Elle se dit, tiens, on passe de plus en plus de temps devant des écrans. Pas pour dire que c'est bien et pas bien. On s'en fout que ce soit bien ou pas bien. On n'est pas des psys pour les enfants. Mais pour dire pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que c'est que de se connecter à la matrice? Bah, c'est une fuite. De quoi? De soi. Pourquoi est-ce que je passe mon temps devant des écrans? Pour me fuir moi-même. Et vous avez peut-être vu dans ce documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qu'une des problématiques qui vont toucher les plus jeunes d'entre nous, c'est que, à force d'être collé à l'écran, on ne sait plus résoudre les problèmes. Un, et deux, c'est compliqué d'être créatif parce que pour être créatif, il faut s'ennuyer. Il faut de l'espace. Qu'est-ce qui s'est passé avec la panne mondiale de Facebook, Instagram la semaine passée? Tout le monde allait sur Twitter. Pour une fois, on était peinards. Pendant 7 heures, on nous foutait la paix. Personne ne pouvait savoir où vous étiez. C'était super. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a été créatif? Non, on a été voir ce qui se passait sur Twitter. Bon. Donc quand Gibson écrit Neuromancien, ce qu'il comprend en voyant des enfants jouer aux jeux vidéo, puisque c'est la raison pour laquelle il écrit, il dit où sont ces gens en fait. Il comprend qu'on vit dans une société, hein, rappelez-vous, j'ai fait un peu un truc, on vit dans une société qui génère un ensemble de technologies, etc. Parce que peut-être qu'en fait on est en train de vouloir se fuir. Peut-être qu'on vit dans une société qui passe son temps à se fuir. Et il y a deux manières de se fuir. Il y a je ne me regarde pas, ou alors, pour créer le débat, je préfère regarder le futur. Et je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe maintenant. Hein? Ce qui est marrant avec cette image, où est-ce qu'il est en inter? Ça marche plus. Ah voilà, ça marche. Voilà, hop, ça marche plus. Hop, ça marche. Donc, pour terminer, quand la science-fiction invente des images, elle le fait pour ça, pour venir poser cette question-là. Pourquoi vous vous connectez 6 heures par jour sur votre téléphone portable? Voilà l'interrogation qu'on ne se pose pas. Voilà pourquoi on ne se raconte pas ça. Pourquoi je passe autant de temps? Si on se le racontait, il y aurait du sens. On peut être d'accord ou pas avec ce sens, mais il y aurait du sens. Si on ne se le raconte pas, on utilise. Et on est donc un robot. C'est ça l'IA en fait. Et la science-fiction s'amuse avec ce genre de choses. Je vais prendre un exemple d'un roman, c'est une nouvelle que j'aime bien, qui s'appelle Aucun souvenir assez solide. Pour les parents, ça va être marrant. Imaginez un monde dans lequel vous avez une rue. D'un côté, il y a vos enfants, c'est pratique, ils sont loin. Et de l'autre côté, il y a les adultes. Les enfants, on ne sait pas pourquoi, ils sont là-bas. Bon, ils sont toujours ailleurs, les enfants, de toute façon. Donc le but, c'est qu'ils traversent la route pour rejoindre leurs parents. C'est le but. Il s'avère que sur cette route, il y a des capteurs. Chaque fois qu'un capteur vous capte, enfin l'enfant, parce que les parents, ils se mouillent pas trop, chaque fois qu'ils captent un truc, le membre se dématérialise. Donc imaginez, vous courez, on vous capte la jambe, pouf, une jambe de moins. Ça se dématérialise, ça intègre l'infosphère. Donc après, vous n'avez plus qu'une jambe. Ça, bon. Le but, c'est que les enfants traversent la rue et arrivent chez leurs parents. D'accord? Bon, ça marche pas, évidemment, à part un qui réussit, passons. Et à la fin de la nouvelle, Damasio, donc l'auteur, nous explique quelque chose. Il dit pourquoi j'invente tout ça, pourquoi je fais tout ça. Et il fait ce truc que je trouve magnifique,
qui va montrer comment on utilise le capteur. C'est pas le vrai capteur, vous voyez, la télésurveillance, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une caméra, on dit « Ah, 1984, Orwell », alors que le but d'Orwell était de parler du langage, mais passons. Donc il nous dit pourquoi je fais ça, pourquoi j'invente cette dématérialisation, pourquoi j'invente ces capteurs. Il dit ça. C'est à la fin, c'est dans le texte. Le texte disait en gros ceci, que la dématérialisation ne vient pas de la technologie, mais de notre esprit, ou plutôt que la technologie n'a jamais été qu'une substitution à nos corps limités, qu'une projection de nos désirs de puissance, qu'une façon géniale d'externaliser nos pulsions dans les machines afin de nous rendre omnipotents face au réel. Derrière les capteurs, donc dans la nouvelle, il n'existerait pas, selon ce texte, une entité pensante qui serait la ville. Passons, c'est pas important. Il y aurait plus profondément à l'œuvre une économie de désir, partagée par tous les humains, fuir son corps, adultes ou enfants. Lesquels, me diras-tu? Le texte en cite beaucoup. Par liste, j'ai retenu ça. Donc, en gros, pourquoi est-ce qu'on externalise dans les technologies? Conjurer le mouvement par la trace, l'événement par sa prédiction, l'écart par les normes, vouloir saisir et capter compulsivement les gestes, les pensées et les actes, collecter et cumuler ce qu'on prélève, vouloir surveiller, observer, entendre partout, tout être, toute chose et tout le temps, être Dieu. Vous voyez, en 5 lignes, ils nous disent ce qu'on est incapable de faire. On pense à la technologie. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi j'ai ça? Parce que je veux être Dieu. Parce que je préfère la trace au mouvement. Le mouvement, c'est chiant, on ne sait pas où il va. Alors les enfants, on les immobilise et les adultes aussi. Je préfère prédire, parce que c'est rassurant, alors que l'événement, c'est la liberté. Et j'aime pas ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à créer un monde, le réel prime d'avant, dans lequel il n'y a plus d'événements, il n'y a plus d'écart, il n'y a plus de mouvement. Ou de moins en moins. Et en plus, c'est génial parce que tous les adultes que nous sommes, on a choisi consciemment d'accepter ce monde-là. Personne ne vous a obligé de devenir accro à votre téléphone portable. Personne. Et moi non plus. Donc, que fait la science-fiction? Je vais terminer là-dessus. Elle nous dit, vous pensez bien que j'ai mis ça pour dire, c'est marrant parce qu'on se balade avec des traces partout et on se dit, ah mon Dieu, c'est cool et tout ça. Et on s'inquiète après pour le pass Covid, par ailleurs. Je finirai là-dessus. Vous avez peut-être vu ce film que j'aime beaucoup, dans lequel vous avez un truc bizarre, c'est que vous avez une actrice, Scarlett Johansson, oui, vaguement qui c'est peut-être, qu'on ne voit jamais. Ce film, c'est quoi? C'est un type qui a l'air profondément heureux, qui est tout seul et qui décide un jour de télécharger en fait une intelligence artificielle sur son ordinateur. Il s'avère qu'après, il la prend sur son téléphone portable et il passe son temps à parler avec. Cette intelligence artificielle, c'est qui? Scarlett Johansson. Vous avez déjà entendu parler de Scarlett Johansson en anglais? Elle a une voix extrêmement sensuelle et un peu rauque, à la fois femme-enfant, à la fois érotique. Et donc le spectateur, tout comme Théodore, est entouré par cette voix. Et on dit, putain, pourquoi est-ce que personne me parle comme ça? En fait, on me parle comme ça parce que Scarlett Johansson est en train de me parler. En plus, elle est au top de sa carrière. Et donc, on attend qu'un truc, c'est que cette intelligence artificielle, un jour, elle s'incarne devant lui. On dit, mais moi, si j'étais lui, mec, vas-y, quoi, franchement. Et elle apparaît évidemment jamais. Et à la fin, je suis obligé de spoiler la fin pour ceux qui n'ont pas vu, les IA décident de partir, et lui se retrouve tout seul, et il décide de renouer le contact physique avec sa meilleure amie qu'il avait délaissée en lui mettant simplement le bras sur l'épaule. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'une IA dans la science-fiction? C'est pas avoir peur qu'on va développer les IA qui vont prendre le pouvoir sur nous. Ça fait des centaines d'années qu'on y pense. Qu'est-ce que je fais quand je discute avec une IA? Qu'est-ce que je fais quand je passe 3 heures à discuter avec une IA? Qu'est-ce que je dis aux gens autour de moi? Que je suis profondément seul, en fait. Et que j'aimerais bien nouer le contact, mais je sais plus comment faire. Je sais plus comment faire. Alors je parle 3 heures. Moi, quand je parle 3 heures avec quelqu'un, ça m'énerve. Je veux le voir, la personne. Sauf qu'ils n'ont rien à foutre, mais si j'ai rien à foutre, je parle pas 3 heures avec. Donc, non, je peux me satisfaire de ça. J'ai pas besoin de son corps. Mais quand c'est Scarlett Johansson, on se dit, bon, elle vient quand, là? Hein? Pourquoi il se satisfait de cette espèce de voix qui lui parle? Pourquoi il veut pas la voir? Et donc, c'est une sorte de métaphore magnifique sur le fait qu'on exhibe, vous voyez, c'est plus la fuite du corps de Gibson, le film est de 2013, c'est la solitude profonde qu'on est, et finalement notre téléphone, et là je parle bien de ce que dit le film, je dis pas ce que je dis moi, c'est dire on passe notre temps à lancer des trucs pour essayer de renouer du contact, la communauté humaine, mais on n'y arrive pas. Alors on fait quoi? On continue, puis on continue, puis on continue, puis on continue. Une bonne manière de représenter cette espèce de continuation permanente, c'est de dire en fait on est en train de discuter avec des IA. Autrement dit, les IA, c'est nous. C'est pas les logiciels qui vont un jour dominer le monde. Ils le domineront si on décide qu'ils le dominent. Mais c'est nous, les IA. C'est nous qui passons le temps avec les IA. Donc qu'est-ce que c'est que la science-fiction? C'est ça. C'est la capacité à raconter notre présent,
de raconter qui nous sommes, ce que nous sommes déjà en fait, avec des images qui sont intéressantes, pas intéressantes, qui nous parlent pas, qui nous touchent, qui nous font peur ou qui nous font plaisir. Bref, c'est tout ça. Bon là c'était pour l'isolement. Et grâce à ça, grâce à cet ensemble de récits, mais c'est pas valable que pour la science-fiction, c'est valable pour le jeu vidéo aussi, c'est valable pour la BD, le cinéma, etc. Peut-être qu'un jour, parce qu'il y a plein d'autres métaphores, etc., mais je vais pas les commenter, peut-être qu'un jour, on pourra... là, la couverture de Fahrenheit est incroyable. Peut-être qu'un jour, un autre monde sera possible, mais pour qu'un autre monde soit possible, c'est pas en l'anticipant qu'il le sera, c'est en prenant conscience que le monde dans lequel on vit est une simulation, façon de parler symbolique, et que c'est notre seul pouvoir aujourd'hui, c'est d'agir sur cette simulation. En gros, tant que les êtres humains voudront se fuir, il y aura des IA dans la science-fiction. Tant qu'ils voudront utiliser l'autre à leur propre volonté, il y aura des robots dans la science-fiction, des chances qui nous sont offertes pour qu'un autre monde soit possible. Je vous remercie de votre attention.